Amis de la littérature africaine, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission Parole au texte. Aujourd'hui, je vous amène tout droit en Algérie aux côtés de Kamel Daoud, l'écrivain de ce roman Mère saute contre-enquête que nous allons ensemble parcourir. En effet, né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud est journaliste au quotidien d'Oran où il tient depuis 12 ans la chronique la plus lue d'Algérie. Il vit à Oran. Il est l'auteur de plusieurs récits dont certains ont été réunis dans le recueil Le Minotaure, 504 Sabine Westpierre éditeur, 2011. Mère saute contre-enquête est son premier roman. À la 4e de couverture de notre roman, nous lisons. Il est le frère de l'arabe tué par un certain Mère saute dont le crime est relaté dans un célèbre roman du XXe siècle. 70 ans après les faits, Haroun, qui depuis l'enfance a vécu dans l'ombre et le souvenir de l'absent, ne se résigne pas à laisser celui-ci dans l'anonymat. Il redonne un nom, une histoire à Moussa, mort par hasard sur une plage trop ensoleillée. Haroun est un vieil homme tourmenté par la frustration. Soit après soit dans un bas d'Oran, il rumine sa solitude, sa colère contre les hommes qui ont tant besoin d'un Dieu, son désarroi face à un pays qui l'a déçu. Étranger parmi les siens, il voudrait mourir enfin. Hommage en forme de contrepoint rendu à l'étranger d'Albert Camus, Mère saute contre-enquête joue vertigineusement dans les doubles et des faux semblants pour évoquer la question de l'identité. En appliquant cette réflexion de l'Algérie à l'Algérie contemporaine, Kamel Daoud, connu pour ses articles polémiques, choisit cette fois la littérature pour traduire la complexité des héritages qui conditionnent le présent. Découvrons le contenu de notre roman Mère saute contre-enquête avec quelques extraits que je vous invite à suivre. Aujourd'hui, ma mère est tellement vieille qu'elle ressemble à sa propre mère ou peut-être à son arrière-grand-mère ou même à son arrière-arrière-grand-mère. À partir d'un certain âge, la vieillesse nous donne les traits de tous nos ancêtres réunis dans la molle bousculade des réincarnations. Et c'est peut-être ça finalement l'au-delà, un couloir sans fin où s'alignent tous les ancêtres l'un derrière l'autre. Ils attendent simplement tourner vers celui qui vit sans mots, sans mouvement, le regard patient, les yeux fixés sur une date. Elle habite ce qui est déjà une sorte d'asile, c'est-à-dire dans sa petite maison sombre avec son corps ramassé comme un dernier bagage à main. Souvent, ce rapétissement de la vieillesse m'apparaît comme invraisemblable comparé à la longue histoire de toute une vie. Une assemblée d'ancêtres donc condensée en un seul visage assis en siècle face à moi comme pour me juger ou me demander si j'ai enfin trouvé une femme. Je ne connais pas l'âge de ma mère, tout comme elle ignore le mien. Avant l'indépendance, on fonctionnait sans date exacte, la vie était scandée par les accouchements, les épidémies, les périodes de disette, etc. Ma grand-mère est morte de typhus. Cet épisode a suffi à fabriquer un calendrier. Mon père est parti le 1er décembre, je crois, et depuis, c'est une référence pour indiquer la température du cœur, si j'ose dire, ou les débuts des grands froids. Tu veux la vérité? Je vais rarement voir ma mère aujourd'hui. Elle habite une maison sous ciel où rôde une mort et un citronnier. Elle passe la journée à emballer chaque recoin. Elle efface des traits. De qui, de quoi? Eh bien, les traces de notre secret scellé une nuit d'été et qui m'a fait définitivement basculer dans l'âge d'homme. Sois patient, je te raconterai. Ma vie dans une sorte de bourgade, ajoute S. Marengo, à 70 km de la capitale. C'est là que j'ai achevé la seconde moitié de mon enfance et une partie de ma jeunesse avant de poursuivre mes études à Alger et d'y apprendre un métier, à l'inspection des domaines que je suis revenu exercer à Adjout et dont la routine a puissamment nourri mes méditations. Nous avons mis ma mère et moi le plus de distance possible entre nous et le bruit des vagues. Reprenons la chronologie. Nous avons quitté Alger ce fameux jour où je suis d'avoir aperçu Zoubida pour nous rendre chez un oncle où, à peine toléré, nous avons habité un taudis avant d'être chassés par ceux-là même qui nous hébergeaient. Puis nous avons vécu dans une petite baraque dans l'aide d'une ferme coloniale. Maï était bonne à tout à fait et moi garçon de corvée. Le patron était un Alsacien obèse qui a fini étouffé dans ses propres graisses, je crois. On disait de lui qu'il torturait les fainéants en s'essayant sur leur poitrine, et que dans sa gorge proéminente logeait le cadavre d'un arabe, resté en travers dans un gosier après avoir été englouti, recroquevillé dans la mort et le cartillage. De cette époque, je garde l'image d'un vieux curé qui parfois nous apportait à manger, d'un sac de jute cousu par ma mère pour m'en faire un habit, de repas de semoule les grands jours.
Je ne veux pas te raconter nos misères, car à l'époque, il ne s'agissait que de faim, pas d'injustice. Le soir, on jouait au bill et le lendemain, si l'un des enfants ne venait pas, cela voulait dire qu'il était mort et on continuait de jouer. C'était l'époque des épidémies et des famines. La vie dans les campagnes était dure, révélant ce que les villes cachaient, à savoir que ce pays crevait de faim. Je craignais surtout la nuit les pas sombres des hommes, ceux qui savaient que Ma était sans protecteur. Des nuits de veille et de vigilance collées à son flanc. J'étais bel et bien l'héritier de mon père, gardien de nuit où elle est assassinée. Étrangement, nous avons gravité dans les parages de Hadjout pendant des années avant de trouver des murs solides. Au prix de combien de ruses et de quelle patience? Ma a-t-elle réussi à trouver une maison, celle qu'elle habite tous les jours? Je ne sais pas. En tout cas, elle avait flairé le bon coup et je reconnais qu'elle avait bon goût. Je t'y inviterai à son enterrement. Elle réussit à s'y embaucher, à s'y faire embaucher comme femme de ménage et attendit moi juché sur son dos. L'indépendance. En vérité, la maison appartenait à une famille de colons partis dans la hâte que nous avons fini par occuper au premier jour de l'indépendance. Elle est composée de 3 pièces dont les murs sont couverts de papier peint. Dans la cour, un citronnier nymphise le ciel. Il y a 2 petits hangars sur le côté, un petit portail en bois à l'entrée. Je me souviens de la vigne pourvoyeuse, d'ombre le long des murs et du piaillement strident des oiseaux. Avant, Ma et moi logions dans un réduit attenant qui aujourd'hui sert d'épicerie à un voisin. Je n'aime pas me souvenir de cette période, tu sais. C'est comme si j'étais poussée à mendier de la compassion. À 15 ans, j'ai travaillé dans les fermes. Un jour, je me suis levée avant l'aube. Le travail était rare à la ferme et la ferme la plus proche se trouvait à 300 km du village. Tu sais comment j'ai obtenu le travail? Je vais te l'avouer. J'avais crevé les pneus de bicyclette d'un autre ouvrier pour pouvoir me présenter plus tôt que lui et prendre sa place. Eh oui, la faim. Je ne veux pas jouer la victime, mais la dizaine de mètres qui séparaient notre taudis de la maison du colon nous a coûté des années de marche entravée, alourdie comme dans un cauchemar de boue et des sables mouvants. Il a fallu, je crois, plus de 10 ans pour qu'enfin nous touchions cette maison de la main et la déclarions libérée, notre propriété. Oui, on a fait comme tout le monde dès les premiers jours de liberté. On a fracassé la porte, pris la vaisselle et les chandeliers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Je me perds un peu. Les pièces de cette maison ont toujours été très sombres. Elles sont si mal éclairées qu'elles semblent abriter une veillée funèbre. J'y vais tous les soirs, tous les mois pour m'assoupir et regarder ma mère pendant 1 heure ou 2 heures. Après, il ne se passe rien. Je bois un café, je reprends la route, puis le chemin d'un bail, j'attends de nouveau. À Hadjout, le paysage est le même qu'à l'époque où ton héros a accompagné le cercueil de sa prétendue mère. Rien ne semble avoir changé si on accepte les nouvelles bâtisses en parking, les devantures du magasin et le pesant désœuvrement qui semble régner partout. Moi, nostalgique de l'Algérie française, non, tu n'as rien compris. Je voulais juste dire qu'à l'époque, nous les Arabes donnions l'expression d'attendre, pas de tourner en rond comme aujourd'hui. Je connais Hadjout et ses alentours par cœur jusqu'au moindre caillou de ces routes. Le village est devenu plus gros, moins ordonné. Les cyprès y ont disparu et les collines aussi, sous la prolifération des villas inachevées. Il n'y a pas plus de chemin dans les champs. D'ailleurs, il n'y a plus de champs. Je crois que c'est l'endroit d'où vivant l'on peut le mieux approcher le soleil sans quitter le sol, d'après mes souvenirs d'enfance du moins. Mais aujourd'hui, je ne l'aime plus cet endroit et j'appréhende le jour où je serai forcée d'y revenir pour enterrer moi, elle qui semble ne pas vouloir mourir. À son âge, disparaître n'a plus de sens. Un jour, je me suis posé une question que toi et les tiens ne vous êtes jamais posée, alors qu'elle est la première clé de l'énigme. Où se trouve la tombe de la mère de ton héros? Oui, là-bas à Hadjout, comme il l'affirme, mais où précisément? Qui l'a un jour visité? Qui est remonté du lit jusque vers l'asile? Qui a suivi de l'index l'inscription sur la pierre tombale? Personne, me semble-t-il. Moi, j'ai cherché cette tombe et je ne l'ai jamais trouvée. Il y en avait des tas dans ce village qui portaient des noms similaires, mais celle de la mère de l'assassin est restée introuvable. Oui, bien sûr, il y a une explication possible. La décolonisation chez nous s'en est même prise au cimetière des colons et on a souvent vu le gamin jouer au ballon avec des crânes déterrés, je sais.
C'est presque devenu une tradition ici. Quand les colons s'enfuient, ils nous laissent souvent 3 choses. Des os, des routes et des mots ou des morts. Sauf que je n'ai jamais retrouvé la tombe de sa mère à lui. Est-ce que ton héros a menti sur ses propres origines? Je crois que oui. Cela expliquerait son indifférence légendaire et sa froideur impossible dans un pays inondé de soleil et de figuier. Peut-être que sa mère n'est pas celle que l'on croit. Je sais que je dis n'importe quoi, mais je te jure que mon soupçon est fondé. Ton héros parle avec tant de détails de cet enterrement qu'il semble vouloir passer du compte rendu à la fable. On dirait une reconstruction faite main, pas une confidence. Un alibi trop parfait, pas un souvenir. Tu te rends compte de ce que cela signifierait si je pouvais prouver ce que je suis en train de te dire, si je pouvais démontrer que ton héros n'a même pas assisté à l'enterrement de sa mère. J'ai interrogé des années plus tard des natifs de Hadjoud et devine, personne ne se souvient de ce nom, d'une femme morte dans un asile et d'une procession de chrétiens sous le soleil. La seule mère qui prouve que cette histoire n'est pas un alibi, c'est la mienne. Elle est encore en train de balayer la cour autour du citronnier de notre maison. Tu veux que je divulgue notre secret, plutôt notre secret à Ma et moi? Voilà, c'est là-bas à Hadjoud qu'une nuit terrible, la lune m'a obligé à achever l'œuvre que ton héros avait entamée sous le soleil. À chacun l'excuse d'un astre et d'une mère. Une fosse que je creuse sans cesse. Mon Dieu, comme je me sens mal. Je te regarde et je me demande si tu es digne de confiance. Croiras-tu en une autre version des faits complètement inédite? Ah, j'hésite, je ne sais pas. Mais bon, pas maintenant. On verra plus tard un jour peut-être. Où aller quand on est déjà mort? Je m'égare. Je crois que tu veux des faits, pas des parenthèses, non? Après le meurtre de Moussa, alors qu'on habitait encore Alger, ma mère transforma sa colère en un long deuil spectaculaire qui lui attira la sympathie des voisines, une sorte de légitimité qui lui permit de sortir dans la rue, de se mêler aux hommes, de travailler dans les maisons des autres, de vendre des épices, de faire le ménage sans courir le risque de se faire juger. Sa féminité était morte et avec le soupçon des hommes. À cette époque, je la voyais très peu, je passais souvent ma journée à l'attendre pendant qu'elle arpentait la ville, menant son enquête sur la mort de Moussa, interrogeant ceux qui l'avaient connu, reconnu, croisé pour la dernière fois en cette année 1942. Quelques voisines me nourrissaient, les autres enfants du quartier me témoignaient ce respect que l'on a pour les grands malades ou les gens brisés. Ce statut de frère du mort m'était presque agréable. En fait, je ne commençais à en souffrir qu'à l'approche de l'âge adulte, lorsque j'ai appris à lire et que je compris le sort injuste réservé à mon frère mort dans un livre. Après sa disparition, le temps s'ordonna autrement pour moi. Je vécus une liberté absolue, laquelle dura exactement 40 jours. L'enterrement, en effet, n'eut lieu qu'à ce moment-là. Les membres du quartier avaient dû être perturbés. On n'enterre pas souvent un disparu. Ami de parole hôtesse, c'était Meursault contre-enquête de Kamel Daoud, un écrivain algérien. Merci de nous avoir suivis. Ce roman est disponible dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa de Cotonou. Faites-y un tour. On se donne rendez-vous très prochainement pour notre numéro de votre émission. Bye bye.